Ernest et à toute ton équipe de me donner l'occasion de parler de ce projet qui me tient à cœur, c'est-à-dire la création d'une mini-ferme au centre communautaire de Xewa, à Xawa-Sowe, au Bénin. Le début de cette histoire, c'est une rencontre lors des Jeux Special Olympics avec Sabine et Gauthier Crèvecoeur, où ils étaient tout comme moi bénévoles. Ils sont également membres d'une ASBL belge, l'Oasis Njili, qui s'occupe de projets interculturels et d'aide au développement en Afrique. Ils me parlent alors d'un projet qu'ils souhaitaient réaliser, c'est-à-dire la création d'un centre d'accueil pour des orphelins de la ville de Sowe, petit village dans le pays des collines, au Bénin donc. Il faut savoir que ce petit village, Sowe, a dû supporter plusieurs épidémies de choléra, ce qui malheureusement a engendré un grand nombre d'enfants orphelins. Ces enfants ont été accueillis simplement par la solidarité villageoise, mais sans aucune structure. Gauthier, qui à ce moment-là est instituteur à Sowe, est très sensibilisé par cette solidarité et décide, avec son épouse Sabine, d'aller de l'avant et de créer un centre d'accueil pour ces enfants du village. Et aussi les autres enfants démunis, parce qu'en Afrique, malheureusement, il n'y a pas que les orphelins qui sont en difficulté. Ce centre a comme objectif principalement de suivre ces enfants au niveau de la santé, de l'hygiène et de l'alimentation, mais aussi de développer des perspectives d'avenir pour ces enfants et les autres enfants du village par le biais de programmes de sensibilisation et de formation à divers métiers. Le centre servirait aussi de structure d'accueil d'urgence. C'est cette idée d'accueil qui a amené au nom Xewa. Xewa qui a une double signification. Une signification dans la langue, je vais dire, le dialecte local ancestral, l'Idacha, où ça veut dire « viens voir », ce qui reflète parfaitement la dynamique d'accueil du centre. En Fon, qui est la langue majoritaire au Bénin, ça veut dire « aile d'oiseau », ce qui symbolise l'aile protectrice et émancipatrice pour les enfants. Mais ce projet a fortement évolué vers le projet final, et ce, grâce aux nombreux entretiens avec les responsables locaux et les personnes, impliquées dans le projet. Ce projet final a finalement abouti dans la construction d'un centre communautaire pour le village accessible à tous. Ce centre comprend une bibliothèque, une salle d'études et de formation pour 80 personnes, qui est éclairée le soir, ce qui est très important en Afrique, parce qu'il fait noir assez tôt et que les enfants n'ont souvent pas d'électricité chez eux et ne peuvent pas travailler. Un réfectoire et une cuisine, non seulement pour nourrir les orphelins, mais aussi pour accueillir les enfants qui sont en malnutrition dans le village. Un pôle technique et 3 maisonnettes pour 8 enfants. L'objectif reste évidemment l'accueil des enfants orphelins, mais aussi de permettre aux enfants de faire leurs leçons ou leurs devoirs de manière sereine. Le centre va également organiser pas mal de formations dans des métiers durables permettant aux locaux, aux personnes du village, de répondre à leurs besoins essentiels, c'est-à-dire des besoins d'habitat, d'alimentation, de santé et d'hygiène. Très vite, la question s'est posée, mais comment cela va fonctionner? Le construire, c'est une chose, mais après, il faut que ça fonctionne. Et la réponse est venue en disant, on va créer une mini-ferme éco-responsable et en permaculture. Et de là est venu l'objet de notre demande de Global Grant, qui est donc un Global Grant de type économique. Pour lancer ce Global Grant, j'ai oublié d'appuyer sur... Voilà. Pour lancer ce Global Grant, nous nous sommes appuyés sur 3 critères principaux. L'ancrage local fort, la durabilité du projet et la pérennité. En ce qui concerne l'ancrage local, je pense que l'aspect principal, c'est que c'est la communauté villageoise qui a offert les terrains gracieusement. Et ça a été acté, je vais dire, par un bail amphithéotique avec l'ASBL Oasis Njili belge, ce qui donne une sécurité à long terme pour le centre. Pour la construction, ça a été fait par des artisans et des ouvriers locaux qui ont été encadrés par 4 architectes de l'ULB.
L'utilisation de matériaux locaux est aussi très importante dans cette approche. Tous les matériaux ont été cherchés dans un rayon de 30 km. Et alors, pour la gestion du centre, une ONG locale qui s'appelle également Oasis Ngili a été créée. Et cette ONG s'occupe du fonctionnement journalier du centre. Et elle est présidée par un acteur local. Pour la durabilité, c'est principalement au niveau de la construction, où on a fait, grâce aux architectes de l'ULB, on est revenu à une construction vernaculaire, en fait par des méthodes ancestrales. Donc ce sont des murs construits en bauge, des structures en bois et un toit en paille. Assez bizarrement, ce type de construction permet d'avoir une meilleure maîtrise du climat à l'intérieur des bâtiments, mais aussi résiste beaucoup mieux aux intempéries. Il y a eu d'ailleurs récemment une assez grande tempête. Le bâtiment n'a quasi pas souffert, que les autres avaient très fortement souffert. Donc c'était un très bon choix et on peut en remercier maintenant l'association de ces 4 architectes. La mini-ferme, évidemment, sera faite dans l'esprit durable et pour l'énergie, nous faisons appel à des panneaux photovoltaïques et l'alimentation en eau se fera aussi par une pompe solaire. Pour la pérennité, nous avions fait un plan financier sur 5 ans qui devait permettre d'assurer l'autonomie financière à terme. Malheureusement, et c'est un souci auquel on doit répondre aujourd'hui, le projet était basé principalement sur la culture de l'artémisia, qui est j'en parle plus tard, mais qui est une plante médicinale contre le paludisme. Au Bénin, les règles ont changé, on ne peut plus le cultiver, c'est fait sous contrôle du gouvernement. 80% du revenu qui était prévu du centre a disparu. Ceci va être compensé par l'élevage et un élevage plus intensif, et par des poules pondeuses et la vente d'œufs, mais on n'arrive pas aujourd'hui à clôturer ce budget. Donc on doit chercher d'autres ressources. Actuellement, ce n'est pas une mince affaire. Tout ce projet n'aurait pas pu avoir lieu sans tous les acteurs. Je vais vite les nommer. L'ASBL belge Oasis Ngili, qui a financé le gros œuvre dès le départ, puisque le gros œuvre n'est pas financé par la Fondation Rotary. L'ONG béninoise qui nous apporte beaucoup d'aide technique et sur le fonctionnement du centre. Les 4 architectes dont je viens de vous parler, et puis le club, le Nautil de Cotonou. Et je ne peux que les féliciter, tellement on a un travail en synergie avec eux, tellement ils sont impliqués dans le projet, même au-delà de ce que doit être fait par rapport au dossier du Global Grant. Ils ont d'ailleurs apporté 1 250 $, ce qui pourrait être relativement beaucoup. Notre propre club qui a apporté 7 140 $. Évidemment, comme ça a été dit, c'est nous qui avons introduit la demande de subvention et nous suivons tout le projet et financement. C'est d'ailleurs maintenant que je vais devoir faire le premier rapport intermédiaire. Les 2 districts, le district local qui nous a apporté 5 700 $ et notre district, et j'en remercie encore, je les remercie encore avec un don généreux de 10 000 $, mais surtout aussi, et là je m'adresse vraiment à toi Ernest, merci pour tous les conseils extrêmement positifs que tu nous as donnés, qui a permis d'aboutir à ce projet. Et la Fondation Rotary, en plus, même si on sait que les districts, c'est aussi la Fondation, mais la Fondation Rotary qui a ajouté, à l'époque encore, le doublement par rapport aux apports des 2 districts. Donc, comme je le disais là tantôt, c'est le développement économique local que nous avons utilisé comme axe stratégique, donc par la création de la mini-ferme que nous avons voulu durable, donc en permaculture, et qui aura un pôle de culture et un pôle d'élevage. L'artémisia, je viens de vous en parler là tantôt, il y aura évidemment des légumes, des piments et autres. Il y aura l'élevage qui sont principalement, maintenant où on ira très vite, vers des poules pondeuses, et ce qui va ramener des revenus assez rapidement. Et alors, une bonne nouvelle qui nous est arrivée, un nouveau don de terrain par la communauté villageoise, où
une pépinière arboricole va être plantée, tout à fait à leurs frais, mais tous les revenus, tant les fruits que le bois à terme, seront des revenus pour le centre, ce qui, là, on aura à ce moment-là vraiment une certitude de pérennité sur le centre. Oui, donc, a fortiori, les produits qu'on récoltera dans la mini-ferme serviront d'abord, évidemment, à la consommation propre du centre, tant pour les enfants hébergés que d'autres enfants qui viendront manger parce qu'ils ont des problèmes de malnutrition dans le village. Les produits en surplus seront vendus à la collectivité locale. Il faut savoir que les locaux doivent faire à peu près 20 km pour trouver le premier marché. Il n'y a pas de marché réellement à sauver. Et bon, le but aussi, avec la mini-ferme, c'est de former des jeunes à des métiers de l'agriculture et surtout de leur apprendre les techniques de reproduction, tant en graines que pour l'élevage, pour les animaux, pour en fait permettre l'autonomisation de l'approvisionnement. Comme outil de formation, on va également utiliser un outil rotarien, c'est l'UDC, l'unité de développement communautaire. Je ne pense pas que c'est ici que je dois parler comment ça fonctionne, mais je pense que c'est un bel outil. Donc l'autonomie financière, nous espérons toujours y arriver d'ici 3 à 5 ans, mais on devra être inventif, ce qui assurera évidemment la pérennité du centre, et tous les bénéfices qu'on pourrait réaliser seront réinjectés dans le développement du centre et ou dans l'accueil d'enfants supplémentaires. Les fonds que nous avons reçus, donc à peu près 40 000 $ au total, servent en priorité pour les 18 premiers mois au paiement de 3 personnes, c'est-à-dire la coordinatrice, le gardien et le jardinier. Puisqu'il n'y a pas encore de revenus, il fallait bien assurer le paiement de ces personnes. Et donc cela pendant 6 trimestres. Tous les équipements techniques, les panneaux solaires, les pompes, les frigos et ainsi de suite, y compris le mobilier. Et alors la dernière partie, c'est effectivement toutes les fournitures pour lancer tant l'élevage que la culture. Pour vous dire, aujourd'hui, la quasi-totalité du montant a déjà été dépensée. Toutes les installations techniques sont quasi finies. Je crois qu'il reste 4 500 € sur l'enveloppe qui est gérée par notre club. Donc, je veux dire que ça avance bien, même plus vite que prévu. Maintenant, il faut vraiment que ça fonctionne. Allez, hop, j'arrive pas à reprendre ma feuille. Donc, oui. Bon, j'ai été un truc trop loin. Voilà, pour que ça fonctionne bien, 2 minutes. Pour que ça fonctionne bien, on a mis un certain nombre de procédures simples entre, je vais dire, les 3 partenaires principaux qui sont l'Oasis et Gili, les 2 clubs Rotary. En fait, tout se décide collectivement et tous les documents sont amenés sur la Dropbox, comme on me demande d'accélérer. Je vous laisse lire éventuellement sur le site. Et alors, je voudrais terminer par une erreur que nous avons faite, et là, je peux que rejoindre ce qui a été dit par Ernest et par la personne avant. On ne lit pas assez l'information. J'avais déjà introduit un dossier en 2019, et j'étais convaincu qu'on devait répondre à tous les axes stratégiques, à l'époque 6, pas 7, ce qui a fait une dilution de notre projet, et finalement, il a été refusé. C'était bête, c'était dommage. Il était plus important à ce moment-là aussi. Donc, je peux que répéter ce qu'Ernest insiste, c'est lire attentivement toute cette documentation très précise qui existe pour le Rotary. Un grand merci à vous.